Ensemble 20e et Algeria Watch avons le plaisir d'accueillir deux éminents spécialistes de la situation algérienne pour nous décrypter un petit peu ce qui se passe ces derniers temps en Algérie. Comme vous le savez, nous assistons depuis quelques semaines à un soulèvement sans précédent de la population algérienne contre un régime honni basé sur la prévarication des richesses du pays. Ce soulèvement pacifique réclame l'avènement d'une société démocratique et la fin des privilèges. Pour en parler, nous avons choisi d'inviter Omar Ben Dera, consultant, ancien responsable de la négociation de la dette extérieure de l'Algérie, sous le gouvernement des réformateurs, suite à l'insurrection de 88. C'est un fin connaisseur de la situation politique, économique et sociale algérienne. Et à ses côtés, Habib Souadia, ancien officier des forces spéciales de l'armée algérienne pendant les années 92-2000 et auteur de La Sale Guerre aux éditions La Découverte, qui a révélé notamment au monde entier les exactions de l'armée pendant la décennie noire. Alors merci d'être là. Et juste une question, qu'est-ce qui se passe en Algérie ? Merci beaucoup, merci à tous d'être là ce soir. Avant de commencer, avant de répondre à la question de Jamel, je voudrais juste dire qu'en ce qui me concerne, on va essayer d'intervenir le moins longuement possible, pour permettre un échange avec la salle, avec vous. Voilà. Donc que se passe-t-il en Algérie ? Je vais laisser Habib en parler. C'est ça. Il a rendu la patate chaude. On peut dire que c'est une révolte qui vient de loin. C'est-à-dire que ça fait maintenant une trentaine d'années, ou 25 ans, que le régime, après le coup d'État de janvier 92, s'est installé en Algérie. C'était déjà un régime illégitime dès le départ. Après une décennie de guerre civile ou de guerre contre les civils, le régime a fait appel à Bouteflika en 1999. C'était le moment où l'Algérie vivait la sale guerre, c'est-à-dire les années 1999. Il y avait la guerre en Algérie, il y avait des violations de droits de l'homme en Algérie. Et Bouteflika est venu pour sauver le régime et les généraux. Ils avaient besoin d'une façade civile. Ils l'ont nommé président. Ils ont organisé des élections truquées. Il a gagné et depuis, il est président de la République algérienne et démocratique et populaire. Toutes les élections qui ont eu lieu depuis 1999, c'était des élections truquées, où on a vu la fraude, on a vu la corruption monter, et puis il y avait eu la guerre des clans qui s'est déclenchée, je pense en 2004, au moment où le général Mohamed Lamari refusait, qui était chef d'état-major de l'époque, refusait une deuxième ou une troisième élection de Bouteflika. Le général Mohamed Lamari a été démis de ses fonctions et a été nommé à sa place le général-major Gaïd Salah, qui est actuellement chef d'état-major. C'est le plus vieux chef d'état-major au monde. Il a à peu près 79 ans, 78 ans. Et le régime a continué sur cette direction jusqu'à un quatrième mandat où le président Bouteflika était tombé gravement malade suite à des altercations qui ont eu lieu à la présidence de la République entre les généraux de DRS et le frère du président. Le président a été emmené d'urgence à Paris pour ses soins et depuis ce temps, Bouteflika est malade. La guerre des clans a
a duré pendant tout ce temps. Il y a eu le 4e mandat, bien sûr, qui était aussi contesté, et Bouteflika a été aussi contesté. Et ça continue jusqu'à l'heure actuelle, où vous voyez certains décideurs en Algérie voulaient faire passer un 5e mandat de Bouteflika. Je pense que j'ai essayé de résumer un petit peu comment Bouteflika est arrivé là, comment l'Algérie est arrivée là, pourquoi le peuple algérien est sorti dans la rue massivement aujourd'hui. Il y avait des causes à cela, et ces causes, elles sont aussi graves et elles sont aussi importantes. Il y a une histoire, et cette histoire, elle est longue. Malheureusement, c'est une histoire construite de sang, de corruption, de manipulation même des groupes terroristes et des islamistes. Toute cette histoire, les gens essayent de l'oublier en essayant de faire croire aux gens que c'est juste un problème de Bouteflika qui voulait se présenter à un 5e mandat, alors que si on revient à cette histoire qui a ramené Bouteflika aujourd'hui et pourquoi l'Algérie elle en est là, c'est parce que il y a tout ça derrière. Voilà, je passe le... Pardon, résumé. Je vais changer la file parce que La patate chaude. l'impression que... Ouais. Tu lui repasses la patate chaude, brûlante. Merci. Alors, ce qui se passe en Algérie, Habib a esquissé à très grand trait la réalité aujourd'hui de l'Algérie, effectivement, où la population s'est levée en masse, par millions, contre à la fois la prorogation de la présidence à vie de Bouteflika et contre le régime tout entier. Certains, effectivement, comme le dit Habib, essayent de ramener la situation algérienne actuelle à une simple, si j'ose dire, contestation du renouvellement de Bouteflika à la tête de l'État. En réalité, tout le monde, tous ceux qui ont suivi les manifestations en Algérie, qui ont suivi toute cette extraordinaire libération de la parole, sans précédent à ce niveau-là, ont pu constater que ce qui était remis en cause n'était pas seulement la personne de Bouteflika, n'était pas seulement l'entourage de Bouteflika, mais bel et bien toute une organisation de pouvoir et une forme de gestion de la société par l'autoritarisme, la dictature et la privation des libertés. Alors d'où viennent ces mobilisations? Ces mobilisations, elles viennent de très loin. Contrairement à ce que des intellectuels promus par les maisons d'édition nostalgiques et revanchardes de Paris essayent de nous dire, le peuple algérien a toujours été mobilisé, conscient, debout, face à la dictature. C'est un long combat politique. Il y a des personnes dans cette salle qui ont payé le prix le plus élevé pour que ce combat politique soit mené. Je voudrais rendre hommage à la mémoire de notre grand frère Ali Messili, dont les enfants et l'épouse sont avec nous ce soir. C'est un privilège et un honneur. La lutte pour la démocratie, pour les libertés, pour le droit est une lutte aussi ancienne que l'indépendance de l'Algérie. Des hommes et des femmes, par dizaines, par centaines, y ont consacré leur vie dans le silence et dans l'absolue indifférence de l'opinion internationale. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Cette mobilisation, les gens ont pu la constater ces dernières années à travers, paradoxalement, à travers les supporters de matchs de foot, d'équipes de foot, qui ont transformé les stades en arènes politiques. En arène politique extrêmement dangereuse pour le régime, qui à chaque fois qu'il envoyait un de ses représentants à une compétition quelconque, se faisait conspuer, pour être gentil, sinon gravement insulté. Donc les chants contestataires de la jeunesse algérienne à travers tout le pays ont contribué en tant que ferment à créer cette dynamique. Et puis il y a eu un phénomène que nous avons pu voir tous, c'est celui des funérailles de Hossein Ait Ahmed. Hossein Ait Ahmed est un des historiques de la révolution algérienne. C'est un des hommes qui a dirigé depuis l'indépendance avec une abnégation admirable la lutte pour les libertés et la démocratie. Ces funérailles ont été l'occasion d'une mobilisation totalement extraordinaire de la population. Et contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, pas seulement de sa Kabylie natale, mais de tout le pays.
des gens sont venus de l'Est, de l'Ouest, du Sud, de l'extrême Sud, pour participer à ces funérailles. Absolument. Donc nous avons eu des témoins, nous avons eu même des difficultés pour beaucoup à loger un certain nombre de gens qui étaient venus en famille, et ce n'était pas la première fois, assister à ces funérailles-là. Donc on a vu déjà une mobilisation du peuple. Et effectivement, cette mobilisation populaire qu'on retrouve à partir du 22 février, elle s'adosse aussi, elle prend aussi sa source dans les conflits au sommet du pouvoir. Le pouvoir algérien est divisé en groupes d'intérêts qui associent des généraux de la police politique, des généraux de l'armée, ceux qui détiennent le pouvoir effectif, hein, les commandants de force, les commandants de région, les commandants d'unité. Ceux-là, ainsi que leurs homologues qui assurent le contrôle social et politique de la société, c'est-à-dire les services de renseignement, les mukhabarat, c'est une catégorie très spécifique au monde arabe. Ces mukhabarat sont aujourd'hui associés à des hommes d'affaires extrêmement puissants, extrêmement riches, qui pénètrent à l'Élysée ou au palais présidentiel italien, espagnol, qui ont portes ouvertes un peu partout en Occident, et qui forment des groupes d'intérêt. Ces groupes d'intérêt se partagent la rente pétrolière de l'Algérie à travers des affermages, des véritables mises sous coupe réglée de secteurs entiers de l'économie, le commerce extérieur, les réalisations d'infrastructures, etc. Donc ces gens sont en conflit. Pourquoi en conflit ouvert? Pour une raison fondamentale, c'est que la rente, qui a été extrêmement prospère pendant de 2003 à 2013, l'Algérie a enregistré dans ses comptes des revenus pétroliers de 1000 milliards de dollars, c'est-à-dire 3 fois le coût de la construction estimée de la Syrie. Ces 1000 milliards de dollars ont été, pour l'essentiel, dilapidés dans des investissements non productifs, d'infrastructures de mauvaise qualité, assortis de pots de vin phénoménaux et d'une libération du commerce extérieur qui donne lieu à des surfacturations et à un transfert systématique de ces revenus vers les comptes bancaires des généraux et de leurs associés en affaires, ici en France, mais aussi à travers le monde entier. La rente s'étant contractée, les appétits restant les mêmes, le conflit devient presque mécanique. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui entre, on le voit bien, entre un certain nombre d'hommes d'affaires que l'on connaît, qu'on voit, qui ont pignon sur rue, et l'entourage présidentiel qui est un peu le centre de la redistribution autoritaire de la rente. C'est le président, dans le dispositif de pouvoir algérien, a le contrôle sur la rente. C'est lui, en négociant avec ceux qui l'ont fait roi, avec ses pairs, c'est lui qui va signer, en quelque sorte, qui a le pouvoir ultime de signature pour l'allocation de tel ou tel secteur de la rente pétrolière. Donc ce poste-là est extrêmement important, à la fois du point de vue des équilibres internes du régime et du point de vue de l'interface avec les Occidentaux, en particulier avec le reste du monde. C'est la façade civile d'un pouvoir de l'ombre. C'est la façade officielle d'un pouvoir qui ne se trouve pas, d'une gouvernance qui ne se trouve pas dans les institutions. Il a un rôle extrêmement important. Bouteflika a été imposé par les militaires en raison de son passé de ministre des Affaires étrangères sous Boumedienne pendant 13 ans, d'ancien président de l'Assemblée générale des Nations unies, avec son entre-gens, son carnet d'adresses et ses capacités de pénétration dans les sociétés politiques occidentales notamment. Les militaires ont fait appel à lui pour éviter un certain nombre de retombées extrêmement négatives de leur gestion sanguinaire du coup d'État militaire. Autrement dit, ces gens étaient menacés par la justice internationale, et Bouteflika, par un certain nombre de tours de passe-passe juridiques en Algérie même, et par son action politique à l'extérieur, a réussi à lever partiellement cette hypothèque qui pesait sur ces généraux-là. Il a été grandement aidé par les attentats du 11 septembre, qui ont modifié complètement la perception des Occidentaux sur le phénomène islamiste, devenu brutalement, du jour au lendemain, collectivement, globalement et sans nuance, un ennemi. Tous ceux qui
se réclamer, même si vous voulez, les sociodémocrates musulmans, ça existe, se sont retrouvés relégués au même rang que les intégristes salafistes terroristes. Donc on a eu droit à cette formidable coup de chance propagandiste au service du régime algérien. Donc aujourd'hui, la crise économique est là, elle frappe à la porte de l'Algérie. Le phénomène de la corruption a atteint des proportions titanesques, stratosphériques, c'est babylonien. Donc, mais en même temps que cette corruption se déroule à ciel ouvert, en même temps que se crée une caste de parvenus et d'arrivistes, une bourgeoisie comprador complètement orientée vers le commerce extérieur, l'import-import, comme ça que les Algériens l'appellent, des phénomènes de désespoir social se font jour en Algérie. Un certain nombre d'éléments ont été aussi des facteurs déclencheurs. Beaucoup de suicides de jeunes. Et le phénomène extraordinairement inquiétant et massif des haragas, c'est-à-dire de ceux qui brûlent leurs papiers en s'embarquant sur des rafios, des barques de fortune pour traverser la Méditerranée. Le fond de la Méditerranée est tapissé des cadavres de jeunes Algériens. Dans un pays où les possibilités d'emploi sont réduites à très peu de choses, où la moitié de l'économie est informelle, où les secteurs de l'éducation, de la santé sont sinistrés. La population a longtemps subi cela avec sa patience, une patience extraordinaire, qui est une patience qui fait partie des traditions de la société algérienne. La société algérienne est une société de résistance. Elle est agressée depuis très longtemps et elle a inventé des mécaniques de protection et de défense. C'est une société, contrairement aux réductions, aux images réductrices de ces propagandistes que vous voyez à la télévision, nous expliquant que notre religion, notre culture fait de nous des violeurs potentiels à chaque fois qu'il y a un regroupement quelconque, comme à Cologne par exemple. Eh bien non, ces gens ont des valeurs, une tradition et une culture qui aujourd'hui s'est exposée en grand jour à la surprise de beaucoup de monde, mais pas à la nôtre, parce que nous connaissons ces gens-là et nous savons que ce peuple pour lequel tant de gens se sont sacrifiés, ce sont des gens qui ont cette culture-là du refus de la violence, du refus de l'injustice, mais du refus de la violence. Voilà à grands traits, je m'excuse d'avoir été un peu long, à grands traits ce qui se passe, ce qui se joue en Algérie. Voilà. On peut commencer le débat. Non, que quelqu'un s'occupe du micro, parce que moi je vois rien, je vais donner toujours rien. Moi, je voulais savoir est-ce que tu peux nous dire un mot sur les enjeux de l'armée aujourd'hui, parce que jusque-là ça a été un pouvoir militaire et on sent que, y compris au sein des militaires, ils sont en perte de vitesse. Voilà. Donc j'aimerais bien que tu nous dises quelque chose sur ça. Est-ce que je réponds question par question? C'est comme vous le souhaitez, soit on prend une série de 3 questions. Série, pièce. Ouais. Y a d'autres questions cependant ou non, c'est qui répond? C'est moi, c'est toi. Ah non, mais c'est pas comme ça. Je pense que depuis la chute du général Tofik il y a quelques années, le chef de la police politique, l'armée a un peu changé dans ses structures et dans sa mentalité. Les services de renseignement algériens, c'était lui qui était à mon sens, le service ou l'institution qui a empêché c'est-à-dire toute révolte en Algérie. C'est l'une des causes, mais pas c'est tout. L'armée est toujours là. L'armée a été restructurée pendant toutes ces années. En plus, je pense que c'est la seule institution qui est plus forte que la présidence. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, il y a eu des
structuration et de transmission de génération à l'intérieur de l'institution militaire. C'est-à-dire, je vais vous expliquer, vous donner un exemple. Par exemple, les lieutenants-colonels qui étaient chargés de la Salgar pendant les années 90, c'est eux aujourd'hui qui tiennent l'état-major. C'est-à-dire, ils sont devenus des généraux-majors, des généraux et des généraux-majors, et qui sont à la tête des régions militaires et de l'état-major. C'est-à-dire, pendant toutes ces années où il y a eu cette guerre de clans à l'intérieur de l'institution militaire, où on a vu, personnellement, j'ai vu à peu près plus de 150 généraux et généraux-majors qui ont été mis à la retraite pendant juste la période, une période de 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Certains généraux-majors qui ont été mis à la retraite et qui sont nombreux, même des officiers supérieurs de colonel et de lieutenant-colonel, les postes ont été repris par d'autres généraux qui étaient encore à l'époque où j'étais, ils étaient encore plus jeunes et des chefs d'unité opérationnelle, c'est-à-dire les gens qui étaient jeunes, qui avaient des grades opérationnels sont devenus le haut commandement de l'armée. Donc l'armée a changé, elle est devenue encore plus forte que la présidence et que l'état-major, le chef d'état-major Gaïd Salah a mis ses hommes à la tête des régions militaires et de l'état-major. Et donc je pense que actuellement elle est plus puissante que la présidente et que c'est grâce, je pense, à elle et que l'Algérie n'est pas encore, elle s'est pas encore effondrée. Reste que on a tous remarqué que l'armée a changé de discours depuis 15 jours à peu près, où le chef d'état-major envoyait des messages un peu, on peut dire, qui ne sont pas directs, mais qui essaie de rassurer le peuple que l'armée est avec le peuple. Au moins de 15 jours, 20 jours, je n'ai pas entendu le chef d'état-major qui a été désigné par Bouteflika comme ministre, n'a pas cité une seule fois le président de la République. Et je pense qu'il y a soit un revirement et que l'état-major ne soutienne plus la présidence de la République et les gens qui se cachent derrière la présidence de la République, ça c'est une chose. Soit c'est après on verra, soit c'est une manipulation pour essayer de calmer les esprits et peut-être que le pouvoir veut un changement, c'est lui qui organise ou qui veut organiser le changement du régime. Voilà, il y a deux solutions actuellement. Soit l'armée, il a lâché le président Bouteflika et ses amis, soit l'armée voulait intervenir indirectement à travers la rue pour reprendre encore le pouvoir et installer un autre régime. Voilà. Ce qui n'est pas la même chose. On est d'accord. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. Si l'armée lâche le pouvoir pour des ouvertures démocratiques, c'est pas la même chose que pour récupérer le pouvoir. Non, mais je dis que j'ai donné deux suppositions. Et on ne sait pas. C'est-à-dire, jusqu'à l'heure actuelle, c'est l'armée la plus puissante. La présidence, elle n'est rien. Maintenant, tous s'effritent, même les partis politiques du pouvoir. J'ai entendu des déclarations du FLN ou du RND qui complètement ils se désolidarisent du régime. Ils l'ont dit. Maintenant, est-ce que ces partis politiques ont suivi les ordres de chef d'état-major où ils ont reçu un feu vert pour lâcher Bouteflika? Ça, c'est une supposition. Pour instaurer une démocratie, ça, c'est une supposition. Mais je ne pense pas. Peut-être qu'il y a une manipulation derrière qui se trame. Connaissant l'armée et les nouveaux services de renseignement en Algérie, peut-être que effectivement ça va générer vers un autre régime où le régime il veut se régénérer de l'intérieur et organiser une sortie de la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Voilà, mais je pense que je suis clair.
comment interprétez-vous la tournée entreprise par le Premier ministre et diplomate Montana Mara, qui a donc entrepris une tournée différentes capitales mondiales, serait-ce pour chercher du soutien et dire voilà, demain, si nous réprimons les manifestations, il faudrait que vous soyez, notamment la Russie et la Chine, que vous soyez avec nous? Ou est-ce que simplement c'est pour se rassurer concernant les jours? D'autres questions? J'avais une autre question en fait qui tient à l'attitude de la France et notamment du président Macron vis-à-vis de la situation algérienne. Donc on a vu la France soutenir précipitamment la politique de Trump vis-à-vis du Venezuela. On a vu aussi Macron s'abstenir de dénoncer les attaques contre la population égyptienne de la part du régime sanguinaire d'Al-Sisi. Qu'en est-il de la politique du gouvernement français vis-à-vis de la situation algérienne? Je vais commencer par essayer de répondre à votre question. La tournée en fait, de l'Amamra, qui est le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, elle suit la visite de Lakhdar Brahimi, un jeune homme de 85 ans qui a été rappelé pour le chevet du régime, pour permettre une transition souple, qui était à Paris à la veille de la seconde lettre du chef de l'État annonçant qu'il ne se représentait pas et qu'il reportait à une date inconnue les élections présidentielles. Donc il y a une stratégie de communication du régime, évidemment, et une stratégie qui vise, à rassurer les partenaires et effectivement chercher leur soutien. Les relations, je vais la faire très schématique. Les relations extérieures de l'Algérie se décomposent en trois groupes. Le support politique et diplomatique du régime algérien, quel qu'il soit et quelles que soient les exactions qu'il peut mener, est réservé à l'État néocolonial français. C'est le gouvernement français qui assure la communication internationale et qui donne, si vous voulez, sa garantie et sa caution politique au régime algérien depuis, très clairement depuis le coup d'État militaire du 11 janvier 1992. Donc, sur le plan politique et diplomatique, c'est la France qui mène le jeu au nom et pour le compte du régime algérien. Sur le plan économique, c'est-à-dire sur le plan de la réalité des transferts financiers et de l'exploitation du pétrole, la bienveillance des États-Unis leur est acquise au régime algérien grâce à tous les avantages et les passe-droits et les libéralités qui sont consenties aux États-Unis dans le domaine des hydrocarbures. Et le troisième niveau de soutien diplomatico-politique, c'est l'accès à l'arsenal russe. Donc sur le plan politique et diplomatique, nous avons la garantie française. Sur le plan économique stratégique, nous avons la garantie des États-Unis. Et sur le plan militaire et sécuritaire, nous avons une alliance stratégique avec la Russie. Ce n'est pas trop mal pour un pays du tiers-monde et ce n'est pas trop en contradiction dans le rapport des forces globales aujourd'hui avec l'héritage de non-alignement de la révolution algérienne. Mais cette distribution entre ces trois pôles principaux ne se fait à aucun moment au bénéfice du peuple algérien. Les relations extérieures de l'Algérie sont les relations extérieures du régime. Il n'y a pas de retombée sur les conditions d'existence, sur la situation du peuple et de la société algérienne. C'est un élément qu'il faut tenir en compte. Donc la visite de l'Amamra, accompagnée de 3 généraux, très proches du chef d'état-major général, ce jeune homme de 80 ans à peu près qui dirige l'armée, qui met à la retraite des gens qui ont 50 ans. Et lui, ça fait partie des côtés un peu absurdes de cette dictature ubuesque. Donc cette visite
à mon avis, elle répond aussi à une convocation des Russes. Elle n'est pas seulement la volonté des Algériens, je crois que les Russes leur ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas en position d'assumer une deuxième Syrie. Oui, que l'accord stratégique de même nature, l'accord stratégique entre l'Algérie et la Russie est de même nature que l'accord stratégique entre la Syrie et la Russie. Il faut bien prendre ça en compte quand on veut analyser la structure des relations entre ces différents partenaires. Je pense qu'on leur a fait comprendre qu'ils ne pouvaient pas compter sur un soutien mécanique. D'ailleurs, la déclaration de Lavrov a été une déclaration très retenue, où il n'était pas question d'approuver la démarche de Bouteflika, contrairement aux déclarations de Le Drian et du président Macron. Donc il y a déjà un bémol qu'il faut saisir. Les relations diplomatiques internationales sont des relations qui sont faites de nuances, et ces nuances sont fondamentales. Donc la visite en Russie visait, à mon avis, répondait à une convocation. Et cette convocation avait pour but de demander aux Algériens quelles étaient leurs intentions et leurs plans. Sachant que tout le monde a pu observer que la levée en masse pacifique des Algériennes et des Algériens n'était pas du tout encadrée par les islamistes de quelque couleur que ce soit. Salafistes, pas salafistes, tout ce que vous voudrez, et il n'y avait pas à la tête des manifestations, même si elles se déroulaient après à la sortie de la prière du vendredi, il n'y a pas d'encadrement islamiste. La composition démographique et sociologique de ces manifestations est extrêmement diverse, tant du point de vue des catégories sociales qui y participent, que même des tranches d'âge. Moi j'ai vécu toutes les manifestations d'Algérie du 11 décembre 1960 jusqu'au début des années 90. Les manifestations étaient surtout le fait de jeunes, de très jeunes, ou pas plus vieux que 35 ou 40 ans. Cette fois-ci, on a vu massivement, c'est un phénomène qu'il faut analyser, qu'il faut tenir en compte au moins, c'est la présence de personnes âgées, voire très âgées. Alors, il y a quelque chose qui nous dit que la société est mobilisée dans ses profondeurs pour autre chose qu'un projet idéologique. Que ce qui est en cause, et c'est dit de manière répétitive, insistante, itérative, sous tous les tons, et dans toutes les langues d'ailleurs, c'est intéressant, il est dit clairement que ce qui est revendiqué, ce sont les libertés, le droit, l'état de droit, et on ne veut plus voir ces figures angéliques qui forment le pouvoir algérien à la télévision. Donc, il y a vraiment une overdose de ces gens-là. Donc, face aux Russes, il a fallu que les Algériens expliquent quelles étaient leurs intentions. Et leurs intentions, apparemment, comme le dit Habib très justement, c'est d'essayer, c'est assez clair dans les deux courriers adressés par le président fantôme, Dark Vador, qui nous sert c'est assez clair qu'ils veulent eux-mêmes assurer la transition vers un autre régime. Et ça, la société l'a très bien compris, et elle n'en veut absolument pas. Et c'est là où, effectivement, risque de se tendre un certain nombre de contradictions, et où risque de devenir largement insupportable un certain nombre de tensions. Maintenant, s'agissant de la France, et je vais aller vite, la France, les relations algério-françaises sont-elles des relations d'État à État? Sont-elles des relations de peuple à peuple? Sont-elles toutes inscrites ou circonscrites, ou en tous les cas prises en charge par la diplomatie des deux pays? On voit bien que non. On voit bien que non. Les relations entre le régime algérien et la démocratie républicaine française, entre la dictature militaire sécuritaire algérienne et la République démocratique française, ne sont pas des relations d'État à État. Ce sont des relations entre élites de gouvernement ici, qu'ils relèvent de la social-démocratie ou de la droite, avec le régime, les hommes du régime à Alger. Alors on peut se demander à qui ça profite. À qui ce type de relation entre camarilla, entre gens qui atterrissent à Villacoublay et qui descendent avec des valises sous les yeux interloqués des militaires et des policiers français,
qui assure la sécurité de cet aéroport spécial, on voit bien qu'il y a là davantage qu'une relation en politique, qui est quelque chose qui relève de la connivence ou de la complicité. Je termine là-dessus. Pour les relations franco-algériennes, il y a quelques jours, j'étais dans un débat avec une grande journaliste française qui s'appelle José Garçon, qui a été longtemps une des meilleures spécialistes, expertes réellement de l'Algérie. Et José racontait une anecdote. Elle avait vu le chef des services de renseignement extérieur français, qui lui avait raconté qu'il avait rencontré deux chefs d'État français et un Premier ministre. À chaque fois qu'il prenait le pouvoir, ces sommités reçoivent le chef des renseignements qui vient leur faire un état des lieux. Alors il paraît que ces gens-là sont toujours très intéressés, posent des questions quand il s'agit de la Russie, de la Chine, des États-Unis, etc. Et puis, disant à José, il lui dit, mais quand je commence à parler d'Algérie, là je sens que la situation se crispe. Le visage se ferme, les sourcils se froncent, et visiblement on n'a pas envie d'aller plus loin dans la discussion. Sachant cela, après expérience, il raconte toujours, ce chef des renseignements, qu'il a préparé à chaque fois un petit mémorandum où il y a notamment l'évaluation du patrimoine de la nomenclatura en France. Donc il donne, à la fin de la discussion, il remet ce petit papier, ce petit mémorandum au chef d'État ou au Premier ministre, qui jette un œil affolé, qui le plie en quatre et qui le renvoie à l'expéditeur. Donc vous voyez bien qu'il y a derrière, cette anecdote révèle la nature de la relation entre régime français, hommes politiques français et régime algérien. Sous cette question, il y en a qui m'ont dit que le son n'entend pas parce que tu mets mal le micro. D'accord, ok. Il faut que tu le Très bien. Sur cette question, je vais vous éclairer sur trois remarques. La première, c'est la déclaration que Macron a faite en Algérie à propos de la guerre d'Algérie, crime contre l'humanité, etc. La deuxième remarque, c'est ce qu'il y a paru dans la presse française et algérienne de rapports de certains ambassadeurs de France en Algérie compromettant aux médias Bouteflika comme prévaricateur, etc. Ça a paru dans les deux presses. La troisième, c'est le fait que Macron a ensuite passé à approuver le deuxième communiqué de la présidence de Bouteflika. Et je me demande si dans ce que vous venez de dire, il n'y a pas une troisième question et demie, c'est la relation financière entre l'Algérie et la campagne Macron. Pas que Macron d'ailleurs. Macron. Pas que. Non, c'est celle pour ça que les relations Il n'y a pas d'éléments. Donc moi c'est sur un tout autre aspect que j'aurais voulu avoir des précisions, parce que là on parle beaucoup du pouvoir, etc., mais pas trop de la rue finalement. Et moi j'aimerais bien savoir, au fil des manifestations qu'il y a, qui sont si puissantes, où on voit vraiment beaucoup de monde qui participe, comment la rue s'organise pour discuter, pour essayer de mettre en avant des revendications communes. Donc voilà, donc je voulais aussi avoir l'autre aspect, c'est-à-dire il n'y a pas que la crise vue du pouvoir, il y a aussi qu'est-ce que veut vraiment la rue dans cette affaire-là, au-delà de généralité, et comment elle peut s'organiser pour essayer d'avancer sur ces revendications. Et d'autre part, dire aussi quand même que les femmes à cette occasion-là essayent de pousser leurs envies, leurs besoins d'égalité, de droit au travail pour les femmes, d'égalité dans le... Oui, de façon législative, donc on veut bien dans la loi, entre les hommes et les femmes. Et donc,
On voit bien, nous, on reçoit les informations par la Marche mondiale des femmes, par exemple, auxquelles participent beaucoup de groupes de femmes algériennes. Et on voit bien que c'est un moment d'effervescence pour elles aussi, pour faire avancer leurs droits et essayer de se battre aussi sur ce terrain-là. Bonsoir tout le monde. Oui, alors, moi, ma question... parlez près du micro. Tout près, donc ça va. Ma question, c'est... Enfin, j'ai deux questions. La première, c'est... Si on... Concernant les raisons de ce bouleversement, le mouvement populaire, que les gens sortent dans la rue, ne nous a pas... Enfin, n'a pas étonné, du moins, ceux qui connaissent bien ce peuple, qui vivent avec lui et qui savent qu'il a subi depuis des décennies, il porte un poids extrêmement lourd, et je dirais même que ce bouleversement n'est pas simplement d'ordre politique, on le voit bien à travers la rue pour un petit peu le clin d'œil par rapport à la question des femmes, c'est que il y a même au-delà un désir de vivre, un désir de culture qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'on peut même parler à la limite d'une révolution culturelle. Il n'y a pas simplement l'idée de renverser le pouvoir. Donc ça, on peut le savoir, on peut s'expliquer, on peut savoir que la situation était mûre pour que les gens sortent. Bon, quelles que soient les hypothèses que l'on fait, est-ce qu'on les a fait sortir, est-ce qu'il y a des groupes effectivement qui les ont incités à sortir ou pas, bon, il y a plein d'hypothèses qui circulent là-dessus. Est-ce que c'est réellement un mouvement spontané ou pas? Mais d'un autre côté, il y a ce pouvoir qui est en train... Ma question justement, c'est de savoir... vous avez dit à un moment donné qu'il y a un désir de transition, il y a peut-être une partie. Quels sont les facteurs, la question est plus précise, quels sont les facteurs objectifs qui rendent ce moment opportun de changement de la part du régime lui-même? Est-ce que ce sont des raisons au niveau financier, une crise financière? Est-ce une crise économique? C'est pas un désir soudain de démocratie ou de libérer ce peuple qui peut animer l'armée ou les forces au pouvoir. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire, bon, sur ce plan-là, parce que certains disent qu'il n'y a pas de crise économique en Algérie, qu'est-ce qui a pu pousser à ce changement? Est-ce des stratégies extérieures à l'Algérie? On peut aussi le supposer, sans verser dans la théorie du complot. Bon, voilà un peu ce genre de questions que je me pose et que j'aimerais vous poser, si vous pouvez y répondre. Ma deuxième question, je vais être brève, elle est toute simple, elle concerne la Chine. La Chine, la position de la Chine par rapport à l'Algérie. J'ai lu des choses, voilà, on ne sait pas exactement quand ils sont menaçants, un peu menaçants, légèrement menaçants, mais on ne sait pas exactement à qui ils s'adressent. Voilà, merci beaucoup. Désolée d'avoir fait le... Merci Michel, je pense que ça sera beaucoup plus clair. Oui, bonsoir. Alors, je suis très émue de voir monsieur l'auteur du procès La Sabia, parce que c'est en lisant ce livre que j'ai enfin compris, après plusieurs séjours en Algérie, qu'est-ce qui se tramait que les gens ne disent pas. Et le degré de manipulation du pouvoir algérien est tel que ce livre, franchement, je conseille à tout le monde de le lire parce qu'il est extrêmement éclairant. J'ai juste une question là. Je ne sais pas si vous avez lu le papier dans Contretemps d'un universitaire, je crois, algérien, qui explique... Qui explique entre autres que... Est-ce qu'on a besoin de micro? Oui, on a besoin de micro aussi. Il y a quelqu'un qui fait parasite là. Ou une prise de terre, il faut lui dire qu'il mette la langue par terre, peut-être ça.
C'est l'impérialisme. Oui, c'est par rapport aux acteurs du monde économique. Ce papier dit, entre autres, qu'il y a une division au sein du pouvoir et au sein du forum des patrons, et qu'il y a toute une partie qui, en fait, est exaspérée, de patrons, j'ai oublié les noms, qui est exaspérée par le fait que les réformes libérales qui avaient été annoncées par le régime n'ont pas du tout été menées jusqu'au bout, et que les 3/4 des entreprises sont encore détenues par le pouvoir, même si c'est à 51-49. Donc, quid de cela? Est-ce que vous pensez que ce courant-là est en train de jouer entre guillemets la rue, même si je déteste cette expression, ou est-ce que c'est totalement annexe et secondaire dans le processus en cours? Est-ce que c'est une explication, c'est un élément des divisions au sein du pouvoir, ou est-ce que c'est annexe? C'est ça. C'est bon, alors. Donc on va laisser répondre. Et après on prendra une autre série de questions. Sur la rue, je pense que les événements qu'on assiste aujourd'hui, qu'on voit aujourd'hui en Algérie, c'est l'aboutissement d'un long chemin, je pense, qui a eu lieu. En Algérie, il n'a pas cessé pratiquement un seul jour ou une seule semaine sans qu'il y ait eu des protestations dans la rue et des émeutes même. Que ce soit à Ouelgla, à Alger, à Annaba, à Constantine, il y avait toujours des centaines ou voire des milliers d'Algériens qui sortaient dans la rue depuis maintenant à peu près une dizaine d'années. Pour revenir, depuis, c'est devenu un peu journalier depuis le 4e mandat de Bouteflika. Et à chaque fois, il y avait que ce soit les ex-militaires qui étaient dans l'armée, qui sortaient dans la rue, ils étaient par milliers, que ce soit les jeunes chômeurs qui militaient en Algérie et ailleurs, qui sortaient aussi dans la rue. Et je pense qu'il n'y a pas un seul jour ou une seule semaine qu'on n'a pas entendu des arrestations en Algérie, ou que la police a frappé des gens, ou que des gens n'ont pas été condamnés par les tribunaux. Il y en a des exemples, des dizaines d'exemples à cela. Donc, c'est-à-dire, ce qu'on voit aujourd'hui, ça vient aussi de loin. Donc, ça suit. Aujourd'hui, c'est devenu un peu plus conséquent. On les voit parce qu'ils sont des millions. Avant, même s'il y avait 1000 ou 2000 ou 3000, on dit c'est pas grave, c'est des jeunes qui sont mécontents, qui sont. Et maintenant, ils sont des millions, c'est normal que la presse mondiale même parle de révolte. Effectivement, si on parle du régime, le régime à l'intérieur même des manifestants aujourd'hui qui sont à Alger, il y a effectivement des femmes, des hommes, des enfants, je peux dire qu'il y a même des islamistes, comme il y a même des éradicateurs. Alors, je vais un peu plus loin, je vais dire qu'il y a même il ne manque que le général Toufik qui n'a pas descendu dans la rue. Donc, vous voyez à peu près. Que ce soit le général Toufik ou toute sa troupe qui a été écartée, quelques généraux, centaines, je pense qu'ils étaient dans la rue à Alger pour manifester avec les manifestants pour demander à Bouteflika de dégager. Ça existe, on le voit. On le voit dans les commentaires, dans la presse algérienne, même si elle ne parle pas sur ça. On l'entend, on le voyait, et c'est sûr que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que tout le monde est contre Bouteflika. Mais je ne veux pas aller dire il faut ramener n'importe qui, l'essentiel que Bouteflika y part. Personnellement, et même pour Omar et pour la plupart, on veut effectivement une Algérie démocratique et libre où tout le monde s'exprime. Les femmes, elles étaient toujours, depuis la guerre d'indépendance de l'Algérie, elles étaient, que ce soit dans la rue ou dans les maquis, elles ont toujours participé au destin du peuple algérien. Et on l'a vu récemment, elles étaient des milliers. On va avoir des centaines de milliers de femmes qui descendaient, pas uniquement. Moi, parfois, quand je vois la presse française parler de la rue algérienne, on parle juste d'Alger. Mais l'Alger, c'est pas l'Algérie. L'Algérie, elle est grande. Il y a Constantine, il y a Oran, il y a Ouelgla, il y a Annaba, il y a Tlemcen, il y a toutes les wilayas, même au fond sud de l'Algérie, il y a des milliers et des dizaines de milliers qui sortaient dans la rue.
Moi, je ne veux pas me concentrer sur Alger parce qu'on voyait beaucoup de femmes, mais je pense que même dans les autres régions, que ce soit en Kabylie, en Tizi Ouzou, il y a toujours des femmes qui accompagnent les hommes, qui sortent dans la rue et qui manifestent contre le régime. Je pense que le devoir de la femme algérienne est d'être aussi dans la rue, de prendre, de réclamer ses droits et d'essayer de renverser ce régime et d'instaurer une vraie démocratie en Algérie. Je pense que voilà, c'est tout en son honneur. Bon, c'est difficile pour un homme de parler à la place des femmes, hein, c'est pas évident. Mais bon, je confirme ce que dit Habib, c'est que ça n'a surpris, la présence des femmes n'a surpris que ceux qui ont une vision réductrice des réalités algériennes. Les femmes ont toujours participé, ont toujours été actives, bon, elles font de la politique, et certaines sont en hijab, d'autres ne sont pas en hijab, certaines parlent en arabe, d'autres en français, d'autres en tamazirt. Ce sont toutes des Algériennes, et moi je suis très content qu'elles s'imposent de plus en plus ouvertement, de plus en plus décisivement sur l'arène politique, c'est très bien. Je voudrais juste faire une petite incise sur les raccourcis et sur les réductions politico-idéologiques du prisme occidental sur les araboïdes. C'est qu'en Tunisie, c'est bien un régime à 50% islamiste qui vient de décréter l'égalité dans l'héritage entre hommes et femmes. Qu'aucun moderniste, entre guillemets, républicaniste et un peu totalitaire tunisien n'a jamais fait. S'agissant de Macron, je ne sais pas si Macron a des relations financières avec le régime algérien. J'en ai aucune idée. Je n'ai pas d'éléments probants qui me font dire que M. Macron a été financé par ou M. Hollande ou M. Sarkozy ou M. je ne sais qui encore, Chirac, ont été financés par l'Algérie ou le régime algérien. Je n'ai pas de faits précis. En revanche, s'agissant des déclarations de M. Macron en Algérie, c'est vrai qu'il avait, alors qu'il était candidat, évoqué les crimes que la colonisation comme un crime contre l'humanité. Mais je vous rappelle également que quand il a été en visite d'État, visite officielle, il avait pris à partie un jeune Algérien, de manière assez grossière d'ailleurs, en lui disant qu'il fallait tourner la page, qu'est-ce que tu as à m'embrouiller? C'est le langage de ces nouvelles élites vulgaires et françaises et occidentales d'ailleurs. C'est le trumpisme qui s'exprime verbalement. Donc il y a un double discours et un double langage permanent. D'un côté, on est dans des grandes déclarations psycho-affectives. Dès qu'il y a des déclarations de cette nature sur le champ politique, c'est qu'effectivement on cherche à vous embrouiller. Tant qu'on sort du discours politique pour aller dans le discours affectif, c'est qu'on cherche visiblement à vous fourvoyer. Et Macron n'échappe pas à la règle. Les rapports de l'ambassade de France à Alger, tout le monde sait que la corruption du clan Bouteflika et de tout ce qui entoure les centres de décision algériens, et pas seulement du clan Bouteflika, c'est de notoriété publique. On n'a pas besoin des rapports d'ambassade de France ou des services secrets du Togo pour savoir que M. Bouteflika est un corrompu et qu'il est entouré de corrompus depuis le départ. La fuite a une signification. Non, ça n'a pas tout. Vous savez, tout ça, on le sait, tout le monde le sait. La fuite, ça fait partie d'une sorte de décorum. On fait semblant de prendre des distances avec le régime algérien tout en le soutenant à bout de bras. On fait semblant de n'être pas dupe. En fait, c'est un jeu qui consiste à essayer d'esquiver la responsabilité française dans le soutien politique international au régime algérien. Tout ça, c'est de la communication. Voilà. Alors, comment la rue s'organise? La rue, elle s'organise spontanément, comme elle a l'habitude de le faire, en comité de quartier, en comité universitaire, en comité de médecins, en comité d'avocats. En famille. Pardon? En famille. En famille. Et ils s'organisent de toutes les façons, en dehors de tout cadre officiel, formel, structuré. Parce que tout ce qui est formel, structuré, n'est pas libre. Donc ils s'organisent, ils sont beaucoup mieux organisés qu'on a tendance à le penser. Donc pour les femmes, on a répondu. Pour la révolution culturelle. Oui, il y a une révolution culturelle en cours en Algérie, mais c'est une révolution culturelle qui est ancienne. Il faut dire qu'en 1962, il y avait 10 millions d'Algériens et 1500 étudiants dans le supérieur, 98% d'analphabètes.
la première alphabétisation de masse des Algériens par la République française, c'est 1956. Effectivement, il y a une révolution culturelle, puisqu'aujourd'hui, ils sont 40 millions, et il y a plus de 2 millions d'étudiants dans le supérieur. Ces jeunes hommes et femmes que vous voyez manifester dans les rues d'Alger, qui ont 20 ans, 19 ans, qui sont étudiants, c'est probablement la première génération dont les mères ont été massivement éduqués, qui ont été massivement à l'école. Alors effectivement, il y a une révolution culturelle. Ce n'est plus du tout la même population, c'est une population beaucoup plus cultivée. Et cette formation de masse, qui est à peu près tout ce qu'on peut créditer au régime de Boumedienne entre 65 et 78, cette formation de masse a trouvé dans les réseaux sociaux et dans Internet une ouverture sur le monde qui est absolument sans précédent. On avait bien vu au début des années 80, milieu des années 80-90, l'irruption libératrice des télévisions satellitaires arabes et non arabes d'ailleurs. Mais les réseaux sociaux ont totalement modifié la relation que les gens ont à l'information. Et on a vu se développer à une vitesse extraordinaire un sens critique qui est déjà latent chez les Algériens. Moi, quand j'allais dans des réunions, quand j'allais dans des réunions politiques dans les années 90, dans des quartiers populaires, je parle de Bash Jarrah à Alger, qui est plus populaire que ça, il n'y a pas, on était tous étonnés, le docteur Mokhtar Larbi s'en souvient, par l'extraordinaire lucidité et la pertinence de commentaires de gens qui venaient des couches laborieuses et des couches populaires de la société, et qui souvent étaient beaucoup moins prisonniers de prismes idéologiques que des élites autoproclamées. Voilà. Ça, c'est donc spontané ou pas. Alors oui, les manifestations sont certainement spontanées, même s'il y a de la manipulation. Mais les gens savent qu'il y a de la manipulation, savent qu'il y a des effets d'amplification sur Internet. Ils sont sophistiqués, ils savent parfaitement. D'habitude, c'est le régime qui les manipule, qui manipule l'opinion. Je déteste le mot la rue aussi, parce qu'on ne parle pas de rue française, mais on parle de rue arabe. Je trouve ça totalement déplacé. Le fait est que ces gens sont beaucoup plus sophistiqués qu'on ne l'imagine, qu'on ne le croit. D'habitude, ils se font manipuler par le régime. Cette fois-ci, ce sont les populations qui ont profité des contradictions du régime. Et ça, c'est tout à fait original. S'agissant de la Chine, moi je suis très content que la Chine soit en Afrique, et je souhaite de tout cœur que la Chine soit de plus en plus présente en Algérie et ailleurs, tout simplement parce que quand vous faites entrer un crocodile de plus dans le marigot, eh bien il y a de la concurrence. Et nous sommes très contents que la Chine soit un acteur des relations internationales de l'Algérie. Voilà. Alors, dernière question, contradiction entre bourgeoisie et entrepreneurs libéraux. Oui, bien sûr, oui. Il y a la contradiction, c'est l'accès à la rente. La contradiction principale qui sépare les opérateurs économiques, entre guillemets, qui ne sont pas des investisseurs schumpeteriens, mais bel et bien des bourgeois compradors qui font l'intermédiation entre l'économie internationale et le marché algérien. Il y a une compétition pour le financement, il y a une compétition pour les devises, il y a une compétition pour le marché. On l'a bien vu sur les bagarres pour le montage des automobiles. Pour des raisons obscures, le gouvernement a préféré favoriser le montage des véhicules automobiles plutôt que l'achat en l'état. Eh bien, on a vu la concurrence qui s'est acharnée pour faire du montage basique, etc. Et on a bien vu la nature complètement rentière de ces investisseurs. En Algérie, aujourd'hui, dans le cadre institutionnel qui est celui de l'Algérie d'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir d'entrepreneurs dignes de ce nom. On n'a que des affairistes, des intermédiaires et des spéculateurs. Voilà, merci. Merci. D'abord, juste une petite précision au détour. Il faut quand même noter que le président Macron est revenu sur sa qualification de crime contre l'humanité quand il est revenu en Algérie. Et c'est pas peu, je veux le dire, hein, parce que
Crime contre l'humanité, ça veut dire imprescriptibilité. D'autres qualifications, mais ça amène à d'autres considérations. L'imprescriptibilité, ça aurait eu le même effet qui a eu l'effet de la reconnaissance par le président Chirac sur la question de Shoah et des crimes contre l'humanité. C'est-à-dire que tous les collèges, ils se sont mis à parler de ça, toute la société. Imaginez qu'on commence à parler dans la société, non pas uniquement dans des cercles restreints, de la question de la colonisation. Ça, c'est deuxième chose avant de donner c'est la question de... J'abonde dans votre sens sur la question que la société a changé. C'est en ce sens qu'aussi c'est une rupture, ce n'est pas une simple crise. Crise, ça veut dire un peu une sorte de soudaineté, qu'on va trouver une issue un peu technique presque, entre guillemets, même si ce n'est pas le cas, c'est toujours politique, mais la politique qui est là. Mais c'est vraiment une rupture. Et juste pour illustrer ça, vous avez dit que c'est une société plus à souple, effectivement, il y a 1,7 million, d'après les dernières statistiques algériennes, d'universitaires. Donc 1 million de femmes. C'est vraiment... pour les gens qui sont comme moi, et comme vous aussi, nés presque à la veille de l'indépendance, c'est vraiment une révolution. C'est extraordinaire. Nous, on a fait des études alors que mes parents étaient analphabètes. Bilingues, ce que vous voulez. Donc, maintenant, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, je crois qu'il faut réaliser et continuer d'analyser le caractère historique de ces manifestations. Donc, marquer l'histoire, déjà pour quelques raisons qu'on peut mettre dans l'immédiat. Mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à l'immédiat. Je peux développer ce point. Elles sont si populaires, si massives, qu'elles ont contribué à empêcher la répression. Je dis bien contribuer et non pas qu'elles ont empêché. Parce que la violence du pouvoir, elle n'a pas été complètement écartée. Et je pense que, compte tenu de ce que vous avez donné comme information et qui circulent maintenant, qui sont partagés, les intérêts sont tellement immenses, les intérêts de ces fortunes acquises à l'ombre du pouvoir, eh bien, elles vont se défendre. Comme partout ailleurs, il n'y a aucune spécificité, encore moins génétique, dans le caractère de cette réaction. Comme ici, on le voit d'ailleurs, cette violence-là n'est pas gratuite. Hein. Ils auraient certainement, les tenants du pouvoir auraient souhaité agir autrement que de mettre des militaires et des flashballs et des LBD face à des gilets jaunes, face à des machins. Ça, c'est vraiment... Et donc, elles ont réussi, elles sont aussi, dans l'immédiat, elles ont réussi à bousculer, je ne dis pas changer, je reste très nuancé, elles ont réussi à bousculer l'agenda politique du pouvoir. Le pouvoir reculé, il ne s'est pas avoué vaincu, loin de la tendance en repos, dont il dispose de moyens phénoménaux, pas seulement de la violence légale, qui est illégitime, mais parce que, voilà, il y a l'expérience aussi. Et ce qui est important, c'est que ces manifestations ont inscrit dans l'agenda la question du changement. Alors évidemment, c'est là un point de vue que je verse au débat. Changement, oui, mais quel changement? D'où elle vient et vers où on va? Autant ces manifestations ont été puissantes, parce qu'il y avait une unicité quasi religieuse autour du mot d'ordre de non au 5e mandat, autant cela peut devenir la faiblesse même du second. Parce que c'est maintenant qu'il faut travailler et faire en sorte que le camp populaire, j'utilise le mot camp entre guillemets encore, excuse d'être aussi nuancé parce que vous avez été édifié par les expériences passées, mais aussi par les expériences internationales, Syrie, Irak, Libye. Et autant ça va être le problème sur lequel il faut travailler, la question du changement.
Vous avez bien remarqué, tout le monde a remarqué, qu'on a même vu à la balade dans les manifestations. On a vu le camp des libéraux dans les manifestations. Et on a vu des mots d'ordre très offensifs. C'est-à-dire, on n'est pas passé encore complètement à la contre-offensive, mais des mots d'ordre très offensifs sur la question de la revendication de l'Algérie démocratique, libre et sociale. Et c'est à cela qu'il faut, à mon avis, travailler. D'un autre côté, et ça pourrait nous aider à travailler sur ce terrain-là, auquel j'invite et moi-même, c'est qu'il ne faut pas essentialiser l'armée. Il ne faut pas l'essentialiser. C'est-à-dire que l'armée elle-même n'est pas un corps homogène. Et en tout cas, le camp populaire, si on ose l'appeler ainsi, a intérêt à aiguiser davantage les contradictions qu'il y a au sein de l'armée. Il y a le directoire de l'armée, on pourrait appeler ça un directoire, qui aujourd'hui a l'initiative politique, militaire, gouvernementale, etc. Et il faut travailler parce que dans cette armée, il y a aussi des officiers qui ne sont pas des officiers et des jounouds, surtout la masse des jounouds, qui ne sont pas mêlés de près ou de loin à cette dérive de l'armée. Enfin, un dernier mot, je m'arrête là, je vois que... voilà, c'est ça, ce que j'ai dit. Donc je fais la connaissance. Je crois qu'il y a aussi à participer nous-mêmes, à partir d'ici, à l'élaboration de ce changement. Déjà, populariser la question au niveau de la communauté immigrée. J'utilise le mot communauté immigrée encore une fois, mais comme je l'ai dit dans une précédente réunion, c'est aussi notre pays. On y participe, non pas en tant que solidaire, mais en tant qu'Algérien. Quelle que soit d'ailleurs, par ailleurs, la question de l'immigration, les binationaux, les pas binationaux, les machins. Mais nous représentons quelque part le sud dans le nord. Et quand ça va mal au sud, ça ira mal encore plus ici. Compte tenu de ce qui marque le quotidien de la communauté immigrée aussi, le racisme d'État, et j'en passe encore des crimes racistes et des violences policières. Et ça me paraît très important, en particulier de travailler à mettre déjà au centre de la question du changement réel du quotidien des Algériens, c'est-à-dire les droits sociaux, c'est-à-dire le chômage, c'est-à-dire la lutte. Par exemple, nous aussi, on est concerné par la question du haraga. Ça, c'est important, c'est autour de nous. On ne peut pas être comme ça insensible à ces questions-là. Voilà quelques idées. Merci. Salatcha. Et après, il y a une petite autre question. Excusez-moi, je vais être aussi longue. Non, pas sûr. Alors, moi, contrairement à Omar, je pense que beaucoup de gens ont été étonnés de ce qui s'est passé. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Omar, pour dire quand il y avait le grand soulèvement en Tunisie, il y avait plus de manifestations en Algérie, c'est évident, autour de la distribution des logements, autour du chômage, autour de plein de choses. Effectivement, il n'y avait pas un jour qui passait. Mais sortir de cette façon, moi je pense, c'est mon avis, je pense que ça a étonné, y compris nous, dans l'opposition, y compris Chab lui-même, il était étonné de cette ampleur du Libéral. Parce que cette ampleur, on ne l'a pas vécue depuis, je pense, 62. C'est ça, on a vécu 88, on a vécu 86 dans l'Est algérien, mais comme disait Omar tout à l'heure à juste titre, c'est la première fois qu'on voit toutes les couches sociales. Dans les manifestations après 88, c'est pas compliqué. Il y avait les islamistes qui faisaient le vendredi et les gauchistes le samedi, ou moins inversement, c'était tout le monde. Mais cette fois-ci, c'est tout le monde. Et c'est ça la force de ce mouvement. Moi, après moi, je suis ensemble. Je ne crois pas vraiment à l'organisation comme ça spontanée. Je ne pense pas. Je ne pense pas pour la simple raison. Les gens, au départ, sont sortis contre le 5e mandat. Ils sont sortis contre le 5e mandat. À la limite, c'est même pas, au départ, hein, c'est même pas contre le régime. C'était l'humiliation de trop qui a fait sortir. Après, ça a évolué et on est passé au régime, etc. Mais rappelez-vous, les premières manifestations, c'est-à-dire pas au 5e. Et effectivement, la rue s'est politisée, et tant mieux. C'est politisé, et on le voit de plus en plus.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est l'absence de l'opposition. L'opposition était laminée complètement entre une partie de l'opposition qui a rejoint le pouvoir, pour ne pas politiquer, je ne vais pas les citer, quoique, on peut les citer, les lambertistes, les partis, le RCD, et pas mal de gens de l'opposition, y compris des islamistes, Nahnah. Et donc ça a discrédité quelque part cette opposition. Ça, c'est le discrédit. La deuxième chose, l'opposition elle-même, elle a été, pas de projet, effectivement, l'armée, elle a été au point de liquider des gens. C'est même pas d'interdire, de tuer, d'assassiner. Donc c'était pas, moi je jette pas, je suis à Paris, je suis mal placée pour donner des leçons à mes amis en Algérie. Mais ça a été au détriment de leur vie, certains. Donc c'était pas facile et c'était notamment les 20 dernières années, et Bouteflika sur ce arrive. Ce mec est chanceux, moi je vous le dis, hein. Il est chanceux. Pourquoi? Il est arrivé en Algérie à un moment où il y a eu les Twin Towers, voilà. Donc tous les Américains, les Français, ils étaient derrière lui. Il n'est pas chanceux, il est opportuniste. Oui, non, mais attends-moi. Il est arrivé à ce moment-là où à un moment donné, rappelez-vous en France, il n'y avait pas l'unanimité avec le pouvoir algérien contre les islamistes. Mais là, quand il y a eu en septembre, ça y est, tout le monde c'est les meilleurs pour. Il y a eu la montée, le pétrole. Le pétrole est monté en flèche. Et quelques années de déprime de gens qui disaient que, voilà, il y a eu beaucoup de morts, et donc du coup, il est arrivé dans ce contexte-là. Et donc du coup, les premières années, il faut le dire, même si on n'est pas d'accord, beaucoup de gens soutenaient Bouteflika. C'est-à-dire, c'est celui qui a ramené la stabilité. Beaucoup de gens de l'Est... Non, on peut nous... Oui, c'est ça. Donc du coup, je pense que juste je termine, vraiment je termine là parce que et du coup c'est après, je pense, le troisième mandat, c'est là où ça a commencé à se dégager. Et je finis juste moi je ne crois pas, je vous dis la vérité, c'est vrai qu'il y a des milliers de femmes. Moi je viens d'une ville qui s'appelle Botbararich. C'est à 60 km de Sétif. On n'a jamais vu autant de femmes dans la rue. Mais franchement, dans ces manifestations, aller revendiquer l'abrogation du code de la famille, que ce soit à Alger, que ce soit en Kabylie, eh ben, je ne pense pas que ça aurait été repris. Donc, allons doucement. Moi, je dis chapeau à ce mouvement, mais pour quelle alternative? Et c'est ça qui est le plus dur. Parce qu'il y a eu des trucs pendant des années où le FLN a travaillé ce peuple, etc. Et c'est pas en un mois qu'on va changer radicalement, c'est pas possible. Donc moi ce que je pense, cette alternative qui est difficile, moi je fais partie d'une association qui s'appelle Agir pour le changement de la démocratie en Algérie, je suis dans les réunions tous les soirs, et je vous assure, tous les soirs, c'est des bagarres entre des opposants. C'est même pas sur des projets politiques. Sur le manque de politisation pendant 20 ans, on le paye très très cher. Comment faire pour que cette opposition, aujourd'hui, serve à récupérer ou donner une alternative pour ce mouvement qui, à mon avis, si on ne peut pas donner une alternative, ça peut vraiment se retourner contre eux. Tu avais d'autres questions en fait, tu peux répondre maintenant? Je vais répondre parce que ça... moi personnellement, ça fait depuis que je suis là, je dis qu'il n'y a pas d'opposition en Algérie. C'est pas nouveau ça. Les partis politiques qu'on a vus en Algérie, que ce soit le RCD ou même celui de Nahnah, les islamistes, tout ça, c'était tous une création des services de renseignement de Toufir. C'était le général Toufir qui donnait les ordres aux partis politiques de soutenir tel ou de ne pas soutenir tel. Pendant 20 ans, cette classe politique qu'on voit aujourd'hui laminée complètement et elle est vraiment minable, on l'a vu. C'est-à-dire, quand j'entends des gens parler d'opposition en Algérie, je sais pas, j'ai envie de m'arracher les cheveux.
C'est-à-dire quelqu'un comme Louisa Hanoun, par exemple, elle a un parti politique qui existe depuis, je ne sais pas, 25 ans, 30 ans. Elle a soutenu le 4e mandat. Saïd Saadi, il disait à la presse à une époque, Bouteflika mon ami. Tous ces gens-là, on les connaît. C'est pour cela que le peuple, quand il est sorti, les gens quand ils sont sortis, même les partis politiques n'ont pas ni contrôlé, ils n'ont pas su la révolte arriver. Ces gens sont complices du régime. C'est-à-dire qu'ils veulent le changement complet en Algérie. Pourquoi les jeunes, les Algériens, quand ils sortent, ils veulent un changement complet? Ils ne croient pas à ces partis politiques, ni aux islamistes qui sont dans la rue aujourd'hui, qui sortent de Mahfoud Nahnah et de Hamas, et je sais pas, ils ne croient pas à ces gens-là. Les gens, ils sont conscients, je pense que les gens, ils sont conscients, ils ont compris que ces gens-là ne représentent pas les Algériens, ils ne représentent aucune opposition politique. Sinon, comment expliquer que ces gens, depuis une dizaine d'années, ils voyaient Bouteflika briguer un 4e mandat, un 3e mandat, ils ne font rien du tout. Ils avaient besoin juste de quelques sièges au Parlement pour siéger, pour gagner 60 millions, 70 millions, et puis habiter à Club des Pins, et rester là, à l'abri avec ce régime. C'est pour cela que quand aujourd'hui on voit les jeunes et le peuple sortir dans la rue, ces gens ne croient pas à ces partis politiques. Ils ne croyaient pas, ils ne croient plus. C'est-à-dire, les gens, ils veulent un changement, effectivement, un changement démocratique. Maintenant, si on continue à parler de ces partis politiques en disant des partis d'opposition en Algérie, ça n'existe pas. Dans ce débat que vous dites, par exemple, dans votre association avec d'autres personnes, ce que, effectivement, aujourd'hui, il y a des éradicateurs, par exemple, qui vous disent, moi, il n'y avait pas de guerre contre les civils. C'était des terroristes qu'il fallait les éliminer. Il y a beaucoup d'autres Algériens qui vous disent non. Il y avait des violations de droits de l'homme massives qui ont été commises en Algérie et que ces gens qui sont responsables doivent... Je pense, qu'il n'y avait pas de solution. Vas-y, Michel. Je ne crois pas du tout qu'il y avait une dépolitisation massive du peuple algérien, comme tu l'as dit, Nadja. Personnellement, si tu as dit ça. Je pense que c'est historique. Je pense. Mais oui, j'ai pas dit ça, Michel. Nadja, s'il te plaît, laisse finir. J'ai pas dit ça. Si, après, on est sorti de 20 ans de dépolitisation massive, j'ai pas inventé. Michel, tu poses ta Donc, question. je suis entièrement d'accord avec Omar Bendera quand il dit que le peuple algérien, parce que j'en connais, je suis allée quand même à plusieurs reprises, a constamment été mobilisé, il y a eu constamment des émeutes, il s'est constamment passé des choses. C'est une fiction française. C'est une fiction française. Et de la presse française. Oh putain, j'ai gêné ça maintenant. Je peux finir. C'est une fiction française et de la presse française de faire croire qu'il ne s'est rien passé dans ce pays depuis des décennies. Okay, et la presse française là-dessus est la plus désinformée du monde, puisque de toute façon, elle suit à la lettre le ministère des Affaires étrangères français. Donc il n'y a aucun journal français qui informe ce qui se passe en Algérie. Par rapport à ce que tu dis, le mouvement au départ, c'était 5e mandat, il s'est politisé au fur et à mesure. Je pense que tu as tort. Je pense que quand tu vas en Algérie, y compris il y a 3 mois, il n'y avait pas un seul Algérien de la base de n'importe quelle famille qui ne te disait pas ce mouvement. Fondamentalement, ce pouvoir est pourri, ce sont tous des escrocs et qui étaient extrêmement politisés et simplement ils ne savaient pas comment faire. Donc c'est pas tout à coup qu'ils ont découvert le 5e mandat et puis que non, sur le fond, les gens sont allés dans la rue par centaines par millions, pourquoi? Pour se débarrasser du régime. Même si leur premier mot d'ordre était le 5e mandat, évidemment que c'est une haine absolue du régime. Donc la question que je voudrais poser à Omar et à Gala, c'est que peut-il en être dans l'état actuel, même si peut-être que c'est prématuré de le dire, du processus de transition? Qu'est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il y a plusieurs scénarios? Quel est le scénario le plus probable? C'est cela peut-être qu'on a besoin de savoir en France, parce que compte tenu de la désinformation, y compris sur la question des femmes, je suis d'accord avec ce que tu as dit, effectivement il n'y a pas un mouvement féministe à la française, à l'occidentale. Mais il est faux, par exemple, les journaux français ont titré dès le lendemain des manifestations, la première, très peu de femmes sont dans les rues.
après eux-mêmes étaient étonnés qu'il y ait des centaines de milliers de femmes. Donc attention, attention à ce que dit la France sur ce qui se passe en Algérie. Je vais donner la parole. À moi, tu vas donner. Oui, je vais te la donner, Non, j'ai juste une question aux intervenants. C'est actuellement, on voit un mouvement très unitaire où tout le monde est dans la rue, on parle de communion populaire et moi, en tant qu'observatrice extérieure, je pense que ces communions populaires, ils sont aussi très précaires et très fragiles. C'est-à-dire qu'on peut sortir tous contre tout à sans avoir les mêmes intérêts. Et c'est un peu le problème dans tous les régimes autoritaires. C'est que tout le monde est d'accord pour qu'ils partent, mais qu'ils n'ont pas la même perspective. Donc moi j'ai un peu l'impression que ce qui va se passer, notamment, je l'explique par l'absence de la répression du régime, que s'il n'a pas réprimé, parce qu'il a réprimé avant des manifestations, notamment celles qui ont eu lieu juste après la révolution tunisienne, et il a réprimé des mouvements sociaux et tout ça, je pense que c'est une démarche pour gagner du temps et préparer une transition dans l'ordre, tout en intégrant une partie de l'élite politique émergente ou les nouvelles élites politiques. Pour moi, c'est le scénario le plus probable. Donc j'aimerais bien dire, qu'en est-il des clivages sociaux qui traversent l'Algérie et quelle est la perspective, je reste un peu militante décoloniale et avec le souci de la question sociale, qui est vraiment aussi primordial pour moi. Donc j'aimerais bien savoir quelles sont les perspectives par rapport à ça. Et merci. Stop. C'est la dernière. C'est la dernière. Je vais faire vite alors. Bonsoir. Moi, je voulais d'abord, par rapport au fait qu'à l'explosion de ce mouvement, peut-être qu'il y a des gens qui avaient anticipé, d'autres qui n'avaient pas anticipé. Moi, c'est longtemps que je suis parti en Algérie, pour des raisons personnelles. Je sais pas, le souvenir que j'ai en tout cas de l'Algérie, voilà, c'est longtemps, et que j'avais vu un peuple qui a été tétanisé par cette décennie noire. Ensuite, un peuple qui a été, on va dire, endormi, quelque part, endormi par un certain nombre de réformes. On leur a donné une espèce de paix, on les a endormis, on leur a donné en gros un peu à la tunisienne, en gros un petit peu de libéralisme économique, on leur a dit voilà, vous allez faire du business, voilà, ils se sont endormis, puis là, il y a ce mouvement en fait, qui est une espèce de, moi je sais pas, j'ai l'impression que c'est une espèce de miracle. On voit ce peuple dont on avait dit depuis des années et des années qu'il avait perdu tout sens civique, qu'il n'était plus capable de se mobiliser pour se battre pour une certaine idée de la nation, de leur pays, quoi. Et là on les voit dans la joie, etc., avec des chants, effectivement, avec une diversité énorme, avec une jeunesse, on les voit s'accaparer la question politique, quoi. Là, je sais pas, déjà, je trouve qu'on devrait, nous, ici, déjà se réjouir du caractère exceptionnel, assez miraculeux, je trouve, étant donné le contexte historique de l'Algérie, d'un mouvement populaire qui est massif, et qui, je ne sais pas s'il porte des choses, mais il porte en tout cas un rejet total de ce régime, qu'il a subi toutes les affres, et là peut-être bon, voilà, peut-être lui laisser aussi le temps de mûrir, et lui faire confiance pour essayer de trouver des solutions, quoi. Peut-être que nous, avec notre regard ici, on se dit, bon, c'est quoi la suite? On a une espèce de vision du monde, on consiste à se dire, voilà, il faut de l'organisation, etc. Mais peut-être qu'il y a une forme d'auto-organisation dans ce mouvement, peut-être qu'il faut lui faire confiance, mais on verra bien. Moi j'ai été frappé par la maturité des gens qui étaient dans les manifs, je suis ça par les réseaux, et je trouve l'intelligence et la lucidité, et même une intelligence politique. Nous, vous savez que le peuple algérien avait une certaine intelligence politique, tous ceux qui discutent avec les Algériens le savent là-bas, et voilà, donc je pense qu'on peut être déjà assez fiers de ça, quoi. Après, on verra bien. Mais alors la question, c'est comme vous avez montré qu'il y avait une corruption généralisée des élites économiques, une corruption relativement généralisée d'une partie de l'armée, mais un renouvellement de l'armée, c'est ce que j'ai entendu de votre bouche. Là, on a passé notre temps à honnir l'armée, quoi.
bon, l'armée c'était le problème, quoi. Bon, et là maintenant, on a l'impression peut-être que, face à cette espèce d'impasse, les partis politiques n'existent plus, ils sont discrédités, il n'y a plus de gauche réellement, etc. Est-ce que, la question c'est celle-là, est-ce que finalement, on ne peut pas imaginer au sein de l'armée l'existence d'un certain nombre de gens qui pourraient se dire, alors là on peut rêver, hein, qui pourraient se dire, allons vers une transition démocratique, on prend... Oui, mais on peut peut-être rêver. Ça peut exister, on ne sait pas, parce que vous avez dit qu'elle était très hétérogène. Donc je pose la question, j'en sais rien. Est-ce qu'il est possible d'avoir une solution un peu à la vénézuélienne en son temps, où on a des gens qui vont dire au peuple, ben voilà, on va garantir la sécurité, on ne veut pas une sortie dans le sang, on l'a déjà fait, on va essayer d'organiser une vraie transition démocratique avec des vraies élections en se donnant le temps, etc. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que finalement l'armée n'est pas peut-être aussi, n'a pas une partie de la clé, une partie de la solution? C'est terrible de dire ça, mais voilà. C'était la solution. En Algérie, je pense que tout le monde, de toute façon, l'armée algérienne, ça a été toujours la clé depuis 62. On ne peut pas faire quelque chose sans l'armée. Si l'armée, comme je viens de le constater récemment, et le discours de son chef d'état-major qui a changé, parce qu'au début, quand il y a eu le commencement, il y avait des genres de menaces contre le peuple, mais le dernier discours du chef d'état-major d'hier, qui date d'hier, il a pratiquement bien parlé du peuple, c'est-à-dire c'est un peuple civilisé qui se mobilise, qui sort dans la rue, dans le calme, et depuis au moins 20 jours, au plus, il n'a pas cité une seule fois le président ni le régime. Bon, peut-être qu'il y a un espoir de ce côté. Moi, je vous dis, peut-être qu'il y a une manipulation aussi parce que je connais, mais il y a aussi de l'espoir. Quant aux gens qui essayent de dire que le peuple n'est pas mature, c'est-à-dire qu'ils essayent de dire oui, les femmes algériennes n'ont pas sorti, ou je sais pas, ou ils sont sortis, mais c'était en retard. Je pense que les Algériens ont compris ça. On le voyait à travers leurs messages qu'ils portaient, que ce soit Alger, Constantine ou Oran. Ils étaient des messages massifs contre le régime et non pas uniquement contre le 5e mandat. Moi personnellement, j'ai de l'espoir en ce peuple. Franchement, il y a un mois, je ne croyais pas. J'étais comme tout le monde, on ne croyait pas. Aujourd'hui, je peux avoir le droit d'avoir de l'espoir en ce peuple et même en son armée. Même si son armée, on connaît les crimes qu'ils ont commis, les généraux qui ont baigné dans le sang des Algériens. J'espère qu'il va y avoir une sortie de crise d'ici quelques jours ou un mois. Voilà. Bon, s'agissant de l'armée algérienne, c'est comme toutes les armées du monde, c'est une structure hiérarchique verticale. Ce n'est pas une instance délibérative. Donc l'armée, elle obéit aux ordres. Et l'armée algérienne est une armée disciplinée, moderne. Et elle obéira aux ordres. L'inconnu, effectivement, c'est de savoir quelle sera la réaction de la troupe si on lui demande de tirer sur la foule, étant entendu que quand il y a 12 ou 14 millions de manifestants, forcément, il y a des familles de militaires parmi ces manifestants-là. Effectivement, on ne peut rien faire en Algérie contre l'armée, mais il y a quand même, je voudrais rappeler deux principes fondamentaux de la révolution algérienne, de la plateforme de la Soumam de 1956. C'est la primauté du civil sur le militaire et la primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Ça nous renvoie à votre interrogation sur le rôle de l'immigration. Moi, je crois que le rôle de l'immigration, c'est un rôle de soutien. Que le débat, le conflit, que les contradictions, elles s'aiguisent en Algérie, dans la société algérienne. Je ne crois pas du tout que les meilleurs d'entre nous soient qualifiés pour se substituer ou donner des conseils. Tout ce que nous pouvons faire, à mon avis, c'est relayer les luttes du peuple. C'est ça, je crois que notre tâche fondamentale, notre mission principale, l'axe d'effort aujourd'hui, c'est de relayer
la lutte du peuple algérien pour le droit, pour la démocratie, pour le respect des libertés fondamentales. Voilà. Alors quel scénario de transition? À ce stade, tous les scénarios sont possibles. Il n'y en a pas qui soient à exclure d'emblée. Effectivement, on peut imaginer, compte tenu du passé, que ceux qui détiennent le pouvoir ne vont pas le lâcher, que ceux qui détiennent le pouvoir ne sont pas prêts à le partager. En tous les cas, tous les signaux que nous recevons semblent indiquer que ceux qui le détiennent entendent le conserver. Maintenant, comment la société algérienne va-t-elle faire pression sur les décideurs ultima ratio, c'est-à-dire les chefs de l'armée et de la police politique associés à leurs oligarques, pour faire changer un peu ce rapport de force? C'est toute la question. Toute la question est de savoir dans quelle mesure ces décideurs qui ont montré leur très grande capacité à ne pas avoir de scrupules vont-ils tenir compte de l'opinion internationale? Vont-ils aussi prendre le risque d'entrer dans une diagonale pleine d'incertitudes? La répression, ouvrir la répression quand on a affaire à un phénomène social aussi massif est extrêmement dangereux. On n'a pas affaire à une revendication localisée, organisée par ce que les opposants arabes appellent le mu'arada al-kartoniya, l'opposition de bande dessinée qui nous sert de scène politique préfabriquée. La presse algérienne, comme l'opposition algérienne, n'existe pas. C'est tout, c'est simple, c'est clair. On cite des sigles, des noms, des idéologies, la 4e internationale, Trotsky, le RCD, etc. Tout ça, c'est un décorum purement factice, fait pour la consommation de l'Occident et pour donner quelques colis fichés à des clientèles du régime. Y compris le FFS? Non, pas le FFS, mais le FFS est une exception qui est aujourd'hui très convulsive, comme vous le savez. Le FFS est l'objet d'une crise qui n'intervient pas par hasard, je pense, une crise de légitimité à l'intérieur qui intervient très précisément au moment où on aurait eu le plus besoin de ce parti. Donc le FFS est le seul à peu près, mais à peu près. Aujourd'hui, on peut dire à peu près. S'agissant maintenant de la dimension sociale des convulsions algériennes, je voudrais aussi rappeler un texte fondamental, celui du 1er novembre 54. Le 1er novembre 54, l'appel du 1er novembre 54 s'articule autour de la revendication d'un État social dans le cadre des principes islamiques. Parce que nous ne sommes pas des Français, on n'est pas des Polonais, on n'est pas des Péruviens, on est des Algériens, donc on a notre culture, même quand on est athée militant, notre culture de référence, c'est la culture islamique de résistance à la négation de notre personnalité. Voilà. Donc ça, on ne peut pas l'évacuer en disant que nous ne sommes pas laïques et pas modernes, c'est un constituant fondamental. Maintenant, les luttes sociales. Est-ce que les luttes sociales algériennes, pour un État social, c'est-à-dire un État qui garantisse de l'emploi, un État qui garantisse la protection, un État qui réduise les inégalités, un État qui défende les plus faibles, les catégories mustad'afoun, est-ce que ça peut prendre le même tour que ce qui se passe en France? Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que les formes d'organisation occidentales soient compatibles avec notre société. Il faut que le peuple choisisse, invente ses propres structures, ses propres formes. Et moi, je ne me sens pas dans la position du donneur de leçons. Je n'ai aucun magistère particulier à imposer à une société qui sait se défendre, qui a montré qu'elle était suffisamment mature pour inventer ces formes de mobilisation. Il faut donc faire confiance au peuple algérien. Et j'ai beaucoup d'espoir. J'ai un peu de mal à parler de moi-même, mais le 11 janvier dernier, donc pour l'anniversaire de ce triste anniversaire du coup d'État militaire, nous avons fait une petite vidéo, François Gèze et moi-même, qui est sur le site d'Algeria Watch. Le 11 janvier, nous disions que nous avions de l'espoir dans le peuple algérien, que nous savions qu'il était pour une mobilisation non violente avec un rejet complet du système. Ça, nous le savons. Et nous avons vu avec beaucoup d'admiration l'extraordinaire lucidité des gens dans la rue qui disent « Nous ne voulons pas de révolution de couleur. Nous avons vu la Yougoslavie, nous avons vu l'Ukraine. » Parce qu'ils ne parlent pas seulement des printemps arabes. Ils sont documentés, ils sont cultivés et informés. Ils ont vu ailleurs. Et les schémas d'organisation des revendications sociales contre la contamination, la contagion ultralibérale occidentale,
c'est le peuple algérien qui va inventer ses propres vaccins. Je ne sais pas quelle forme ils prendront, je ne sais pas s'ils vont fonctionner, mais ce que je sais, c'est que nos traditions sont très profondément imprégnées de justicialisme, de justice sociale, l'adala al-ijtimaïya. Chez nous, c'est une constante fondamentale du discours politique de ceux qui ont mené la lutte de décolonisation. Donc moi, je crois qu'il faut faire confiance, attendre, soutenir et relayer le juste combat de la société algérienne, son combat pour la fin de l'indépendance. Pour la fin de l'indépendance, pour l'acquisition enfin des libertés pour lesquelles tant et tant de gens se sont sacrifiés et ont laissé leur vie. Voilà, je vous remercie. Juste un dernier mot au celle qui est ici présent, patron du lieu-dit. Donc,